Il y a une solitude dont on parle très peu, parce qu'elle ne fait pas de bruit, parce qu'elle ne se voit pas, parce qu'elle n'entre dans aucune définition classique. Ce n'est pas la solitude d'être seul, ce n'est pas l'absence de relation, ce n'est pas le manque d'amour, de présence, d'attention, c'est une solitude intérieure. Une solitude feutrée, silencieuse, souvent très bien camouflée. Une solitude que vivent beaucoup de femmes visionnaires et iconiques. Et ce qui rend cette solitude si difficile à reconnaître, c'est très souvent des femmes qui sont entourées. Elles ont des amis, des proches, une famille, des relations sociales actives, parfois même une communauté entière autour d'elles. Elles rient, elles échangent, elles sont sollicitées, on vient leur parler, on vient leur demander conseil, et pourtant, au fond d'elles, il y a cette sensation persistante, discrète mais constante. Je suis seule avec ce que je vois. Pas seule émotionnellement, pas seule affectivement, mais seule dans ma vision, seule dans ce que je perçois avant les autres, seule dans ce que je ressens comme possible, seule dans ce que je n'ose plus dire, parce que je sais déjà comment cela va être reçu. Cette solitude, elle ne va pas se manifester par des larmes. Elle ne va pas se manifester non plus par un manque visible. Elle se manifeste par une retenue intérieure, par des phrases que l'on ne prononce plus, par des pensées que l'on garde pour soi, par des élans que l'on ralentit, par des projets que l'on ne nomme pas. Et souvent, on ne nomme même pas cette sensation comme une solitude. On se dit que c'est normal, que c'est la maturité, que c'est même la sagesse, que c'est le prix à payer quand on est lucide. Mais cette solitude, elle n'est pas anodine. Elle est un signal. Un signal que quelque chose à l'intérieur est plus grand que l'espace dans lequel on évolue actuellement. Et il y avait une autre chose dont je voulais vous parler ici, c'est que les femmes visionnaires ne se sentent pas seules parce qu'elles manquent de relations. Elles se sentent seules parce qu'elles voient plus loin. Et voir plus loin, quand personne autour de soi ne regarde dans la même direction, ça crée un décalage profond, un décalage silencieux, mais un décalage qui est réel. Voir avant les autres. C'est ça le décalage originel. Les femmes visionnaires, elles ont une particularité. Elles perçoivent avant que ce soit logique, avant que ce soit validé, avant que ce soit raisonnable, avant que ce soit partagé. Elles sentent les mouvements avant qu'ils ne soient visibles. Elles pressentent les changements avant qu'ils ne soient actés. Elles voient des possibles là où les gens y voient des limites. Pas parce qu'elles sont supérieures, pas parce qu'elles sont plus intelligentes, mais parce qu'elles sont accordées autrement. Leur sensibilité n'est pas un excès, c'est un radar. Leur intuition n'est pas un caprice, c'est une lecture fine du réel. Et c'est cette capacité à voir avant qui est à la fois un don et à la fois une charge. Parce que voir avant, c'est souvent voir seul. Quand tu vois avant les autres, tu n'as pas toujours les mots pour expliquer ce que tu ressens. Et même quand tu les as, tu sens très vite que ce que tu dis ne tombe pas au bon endroit. On te regarde avec étonnement, avec prudence, parfois avec inquiétude. On se dit « Waouh, mais qu'est-ce qu'elle dit ?» On te dit « Tu vas trop vite. Pourquoi tu te prends la tête avec ça? On verra plus tard, tu te fais des films. C'est bon, ton cerveau, il est trop poussé. » Alors, toi, en face, tu t'ajustes. Tu simplifies ton discours, tu arrondis ta vision, tu choisis ce que tu dis. Et surtout, tu choisis ce que tu ne dis plus. Pas par peur de parler, mais par lucidité relationnelle. Parce que tu comprends très tôt une chose essentielle, tout le monde n'est pas prêt à entendre ce que tu vois. Les femmes visionnaires développent alors une forme d'intelligence adaptive. Elles sentent avec qui elles peuvent aller plus loin. Elles sentent avec qui elles doivent rester en surface. Elles sentent à quel moment se taire. Elles sentent à quel moment parler. Et cette capacité d'adaptation est souvent perçue comme une force. Mais elle a un revers. À force d'adapter ton langage, tu finis par adapter ta présence. À force de filtrer ce que tu dis, tu filtres aussi ce que tu montres. Tu deviens experte, mais experte en contextualisation de toi-même. Alors qu'intérieurement, il y a quelque chose qui se contracte.
Et ce décalage, il vient pas d'un conflit. Il vient d'une avance intérieure. Une avance qui ne peut pas encore s'incarner pleinement dans le réel. Et cette avance, elle crée un sentiment qui est très très particulier. C'est je suis comprise, mais pas entièrement. Je suis écoutée, mais pas à cet endroit-là. Je suis aimée, mais pour une version partielle de moi. Et c'est là que naît la solitude visionnaire. Pas dans l'absence, mais dans le non-partage du cœur de la vision. Parce que beaucoup de femmes visionnaires passent des années dans cet état. Elles vivent, elles construisent, elles avancent. Mais elles portent en silence une partie d'elles qui ne trouve pas de miroir. Une partie qui ne peut pas se déposer, une partie qui reste en veille. Et cette veille constante, elle fatigue. Pas le corps, pas forcément l'esprit, mais l'âme. Ce que je veux que tu entendes ici, c'est que si tu t'es senti seule, ce n'est pas parce que tu es déconnecté. C'est parce que tu en avances intérieurement. Et cette avance, tant qu'elle n'est pas reconnue, elle se vit comme un isolement. Mais elle n'est pas une erreur, elle est une phase initiatique. J'aimerais maintenant te parler de moi. Pas pour te raconter une histoire, pas pour t'expliquer un parcours, mais pour poser quelque chose de vrai, de vécu et de profondément incarné. Parce que je vais te dire ici, beaucoup de femmes visionnaires le vivent sans toujours réussir à le nommer. Et moi, je me suis souvent sentie seule. Et pourtant, objectivement, je n'ai jamais été isolée. J'ai toujours été entourée, voire très, très, très entourée. J'ai toujours eu des relations, des amis, des personnes présentes autour de moi. J'ai jamais été cette femme seule au monde. Depuis que je suis adulte, du moins. Parce que quand j'étais enfant, j'étais seule. Et c'est précisément pour ça que cette solitude a été si difficile à comprendre. Parce que j'ai été seule enfant. Et adulte, je me sentais seule, alors que j'avais des cercles très influents d'amis, de connaissances, de contacts, mais je me sentais seule. Seule dans ma vision, seule dans ce que je ressentais comme possible pour ma vie. Seule dans la manière dont je voyais le monde, le travail, la liberté, la réussite, la création. Il y avait des choses que je portais en moi et que je ne pouvais pas déposer quelque part. Et ces choses, c'est pas parce qu'elles étaient floues, mais parce qu'elles n'étaient pas assumées. Mais parce que très tôt, j'ai compris qu'elles n'étaient pas toujours bienvenues. Je me suis souvent dit, à des moments précis, lors de discussions, par exemple, autour d'un café, ou lors des échanges en famille, ou dans des cercles professionnels, j'avais une idée, j'avais une vision. Je la partageais, et très vite, tu voyais le visage en face qui changeait. Parfois, c'était subtil, hein. Un silence, un sourire, ils ont eu un sourire qui se fige. Une tentative de ramener le sujet à quelque chose de plus simple. Parfois, c'était plus direct. On me disait, mais oh là là, mais Raphaël, t'en veux beaucoup quand même, hein. T'es jamais satisfaite, hein. Pourquoi tu ne te contentes pas de ce que t'as? Et très souvent, une autre phrase que je déteste, c'est tu es trop ambitieuse, trop intense, trop exigeante, trop profonde. Alors au début, j'ai cru que le problème, il venait de moi. J'ai cru que je demandais trop à la vie, que je me projetais trop loin, que je compliquais des choses simples, que je réfléchissais trop. Alors j'ai fait ce que beaucoup de femmes intelligentes font. Je me suis adaptée. J'ai appris à filtrer ce que je disais, à choisir mes mots, à compartimenter mes élans. Je parlais de certaines choses, mais pas de tout. Je montrais certaines facettes, mais pas l'ensemble. J'ai gardé mes pensées les plus grandes, les plus audacieuses, les plus folles, les plus sensibles. Pour moi. Et c'était pas une censure brutale, c'était une retenue élégante, une retenue presque invisible. Je savais très bien avec qui je pouvais aller loin dans mes discours et avec qui je pouvais pas. Je savais dans quelles conversations je pouvais être entière et dans lesquelles il fallait mieux rester mesurée. Et en fait, au début, ça me semblait normal. Je me disais que c'était ça la maturité, la capacité à s'adapter, à ne pas imposer sa vision aux autres. Mais avec le temps, quelque chose a commencé à se fissurer à l'intérieur parce que se contenir, même quand c'est subtil, ça a un coup. Un coup qui est silencieux. Mais à force de ne pas dire, on finit par ne plus savoir où déposer ce que l'on est vraiment.
À force de réduire, on finit par s'habituer à une version de soi qui n'est pas totalement juste. Et cette dissonance-là, elle fait pas de bruit, mais elle fatigue. Je me souviens de moments où j'étais pourtant très entourée. Je rentrais chez moi avec ces sensations étranges. Pas de tristesse, pas de colère, mais un vide. Et en fait, ce vide-là, tu peux même pas en vouloir aux autres. Parce que, au fond de moi, je savais que je ne leur avais pas tout montré. Donc comment tu vas en vouloir aux autres alors que tu ne leur as pas tout montré, pas tout dit? Et il y a une chose très importante à comprendre ici, c'est que les femmes visionnaires ne se taisent pas par manque de courage. C'était pas un manque de courage. Elles se taisent souvent par amour, par loyauté envers leurs proches, par peur de créer une distance, par peur de ne plus être aimées pour ce qu'elles sont. Et moi, c'était ça. Parce que quand on est une femme visionnaire, on sent très tôt une chose. Si je dis tout, je risque de ne plus appartenir. Alors inconsciemment, on fait un choix. On choisit l'appartenance plutôt que la vérité. On choisit d'être aimé plutôt que d'être pleinement vu. Et ce choix, il est compréhensible parce qu'il est humain, mais il est tellement profondément humain, mais il a un prix. Et ce prix, c'est la solitude intérieure. Être aimé pour une version partielle de soi et se sentir seul avec le reste. Être entouré, mais ne pas pouvoir déposer le cœur de sa vision. Être reconnu, mais pas à cet endroit-là. Et je me souviens aussi d'un autre sentiment très précis, c'est la culpabilité. La culpabilité de vouloir plus. J'ai souvent culpabilisé de vouloir plus. La culpabilité de ne pas me contenter. La culpabilité de ressentir cet écart intérieur alors que extérieurement, tout allait bien. Et je me disais parfois, Raph, franchement, t'exagères. Tu devrais être reconnaissante. Tu devrais être mesurée parce que tu as déjà tellement de choses. Alors, j'étais dans la reconnaissance constante et j'en suis toujours dans la gratitude, mais j'ai voulu me diminuer et j'ai voulu moi-même me mesurer. Parce que je culpabilisais, alors que quelque chose en moi savait, c'était pas de l'ingratitude, c'était pas un caprice, c'était un appel intérieur. Au fond, moi, je savais que j'étais appelée à quelque chose de plus grand que le moule normal. Et avec le temps, j'ai compris que ce que je cherchais, c'était pas plus d'attention ni plus de validation, c'était juste que je cherchais des pères. Des femmes capables d'entendre une vision grande sans la réduire, des femmes capables d'accueillir l'ambition, la profondeur, la lucidité, sans chercher à les calmer. Pas pour être d'accord pour tout des pères, attention, mais pour regarder dans la même direction. Et ne pas trouver ces pères, ça m'a longtemps fait croire que j'étais seule. Ce que j'ai compris ensuite, et ce qui a tout changé, c'est ceci, je n'étais pas seule parce que j'étais différente. J'étais seule parce que je n'étais pas encore entourée des bonnes personnes pour cette version de moi. Mais avant que ces personnes puissent apparaître, il fallait que j'accepte une chose qui était essentielle, c'était arrêter de me réduire, arrêter de filtrer, arrêter de compartimenter, arrêter de choisir l'appartenance au détriment de la vérité. Et ce moment-là, il n'a pas été spectaculaire. Il n'y a pas eu de rupture nette, pas de déclaration, mais j'étais juste lucide. J'ai compris que continuer à me taire me coûtait plus cher intérieurement que d'assumer pleinement ce que je portais. Même si cela impliquait d'être incomprise par certains, même si cela impliquait de créer un décalage, de traverser une solitude différente. Et si je te partage tout ça aujourd'hui, ce n'est pas pour te dire voici mon histoire, c'est pour te dire que tu peux aussi te reconnaître. Parce que si tu te sens seule, même entourée, il y a des fortes chances que tu vives exactement ce que je viens de décrire. Pas un manque, mais un décalage de vision. Et ce décalage, c'est pas une erreur, c'est un passage. Se taire pour être aimé, c'est le mécanisme que personne n'explique. Et en fait, il y a un mécanisme très profond, très ancien, qui vivent beaucoup de femmes visionnaires. Un mécanisme qui ne se voit pas, qui ne se verbalise presque jamais, mais qui influence profondément leur manière d'être au monde. Ce mécanisme, c'est celui-ci, c'est se taire pour être aimé. Pas se taire totalement, pas disparaître, mais réduire ce qui pourrait déranger. Très tôt, beaucoup de femmes comprennent une chose essentielle, c'est que l'amour est conditionnel. Et c'est pas toujours de manière explicite, c'est souvent de manière subtile. On est aimé quand on est raisonnable,
On est aimé quand on est compréhensible, on est aimé quand on est accessible, on est aimé quand on est facile à vivre. Et on sent parfois très jeune que certaines parties de soi créent une tension. Et certaines parties de soi, ces parties-là, ça va être l'ambition, la lucidité, l'intensité, la profondeur, l'excellence, le perfectionnisme. Alors on apprend à lisser, à doser, à filtrer, on apprend à parler de certaines choses, à en garder d'autres bien à l'abri. Ce n'est pas une stratégie consciente, c'est une stratégie de survie relationnelle. Parce que chez les femmes visionnaires, ce mécanisme est souvent renforcé. Parce qu'elles sentent plus, parce qu'elles voient plus, parce qu'elles anticipent les réactions avant même qu'elles n'arrivent. Ces femmes, elles sont très fines dans leur lecture des autres, parce qu'elles sentent quand une phase va créer une distance, quand une idée va être perçue comme excessive, quand une vision va être jugée irréaliste, alors elles ajustent. Pas parce qu'elles ont peur d'être elles-mêmes, mais parce qu'elles veulent préserver le lien. Alors à court terme, ça fonctionne, hein. On l'a toutes déjà vu. Les relations restent fluides, les échanges restent cordiaux, l'amour semble intact. Mais à long terme, il y a quelque chose qui se fragilise à l'intérieur. Car il y a un paradoxe qui est fondamental. Plus tu te tais pour être aimé, plus tu te sens seul dans la relation. Parce que tu es aimé, oui, mais pour une version de toi qui n'est pas entièrement vraie. Tu es accepté, mais pas dans ta totalité. Et ce décalage, il crée une solitude très particulière, une solitude au cœur même du lien. Et beaucoup de femmes visionnaires vivent cela pendant des années. Elles sont présentes dans leur vie, elles sont engagées dans leur relation, mais elles portent en silence une partie d'elles-mêmes qui n'est jamais déposée, une partie qui reste en veille, une partie qui attend. Et ce silence, il finit par peser. Pas comme une souffrance qui est visible, mais comme une fatigue existentielle. Il y a un moment presque imperceptible où ce mécanisme, il commence à se fissurer. Ce moment où une femme se rend compte que se taire lui coûte plus cher que de parler. Se réduire lui coûte plus cher que d'être comprise. Ce moment-là, il est souvent inconfortable parce qu'il remet en question une loyauté ancienne, une manière d'aimer, une manière d'appartenir. Mais c'est aussi le début d'un basculement. Parce que la solitude est un passage initiatique. Il y a une vérité que j'aimerais que tu entendes profondément, c'est que la solitude des femmes visionnaires n'est pas un échec, c'est un passage initiatique, un entre-deux, un espace inconfortable mais profondément transformateur. Quand une femme cesse progressivement de se taire, mais qu'elle n'a pas encore trouvé les espaces où elle peut pleinement être elle-même, elle traverse une phase qui va être particulière. Parce qu'elle n'est plus tout à fait là où elle était. Mais elle n'est pas encore là où elle va. Elle sait juste qu'elle ne peut pas se réduire, qu'elle peut plus se réduire comme avant. Mais elle n'a pas encore tout reconstruit. Et cette phase, elle peut ressembler aussi à une solitude. C'est souvent à ce moment-là que beaucoup de femmes doutent. Elles se demandent si elles n'ont pas fait une erreur, si elles ne sont pas devenues trop exigeantes, si elles ne devraient pas revenir en arrière. Mais en réalité, ce qu'elles vivent, c'est un réajustement identitaire. C'est une mue intérieure. La solitude devient alors un espace où certaines relations se transforment, certaines conversations deviennent impossibles, certaines normes cessent de faire sens et cet espace, aussi inconfortable soit-il, est nécessaire. Parce qu'on ne peut pas bâtir une vie alignée sur des fondations de demi-vérité ou même de mensonges. Il y a une chose essentielle que peu de femmes osent regarder en face. Certaines relations ne peuvent pas contenir. Et certaines relations ne peuvent pas contenir la version de toi que tu es en train de devenir. Non pas parce que ces relations sont mauvaises, mais parce qu'elles ont été construites sur une version plus petite que toi. Et ça demande un immense courage d'accepter cette réalité parce que, à ce stade, la solitude change de nature. C'est plus une absence, c'est un espace de clarification. Un espace où tu peux enfin entendre que toutes les choses que tu veux vraiment, tout ce que tu ne veux plus, tout ce que tu n'es plus prête à négocier,
Un espace où ta voix intérieure reprend sa place. Et il y a une phrase qui marque souvent ce passage, c'est « je ne peux plus faire semblant ». Alors pas de manière dramatique, on n'est pas dans les dramas, pas dans la colère, mais dans la lucidité tranquille. Et ce qui se passe, c'est que dans cette solitude, il va y avoir des nouvelles présences qui peuvent apparaître. Alors c'est pas toujours immédiat, mais parce que tu changes ta posture, tu changes aussi ce que tu autorises dans ta vie. Les conversations deviennent plus vraies, les rencontres plus ajustées, les liens plus cohérents. Et si tu traverses cette solitude, ce n'est pas parce que tu as échoué, c'est parce que tu es en train de changer de niveau de vérité. Et ce changement, il demande du courage. Le courage de ne plus te réduire pour être aimé. Le courage de laisser certaines distances se créer. Le courage de faire confiance à ce qui n'est pas encore visible. Si tu t'es senti seul, c'est peut-être pas parce que tu es à part. C'est peut-être parce que tu es en avance intérieurement. Et cette avance n'est pas un défaut, c'est un appel. Un appel à vivre à la hauteur de ce que tu vois, à parler à la hauteur de ce que tu ressens, à choisir des espaces capables de te contenir. Tu n'es pas seule parce que tu es trop, tu es seule parce que tu es prête pour autre chose. Et cet appel ne veut pas dire faire une action immédiate, mais veut peut-être dire qu'il est temps pour une reconnaissance intérieure profonde.